messieurs, bonjour à toutes et à tous. Il est 15 heures, voici donc les titres de ce journal. Le chef de l'État reçoit le chef du département fédéral des affaires étrangères de Suisse. Toujours en actualité nationale, partenariat francophone en un renforcement des liens culturels pour le ministère de la Culture et de la Jeunesse. Et en actualité internationale, un bilan crucial dans un monde en conflit, bien sûr. C'est tout donc pour les titres, mesdames et messieurs. Le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce mercredi en fin de matinée au Palais du Peuple, au Palais de la Présidence, le chef du département fédéral suisse des affaires étrangères, son Excellence Ignazio Cassis, à la tête d'une délégation de 100 pays. Il y a eu lieu de souligner d'emblée que la visite d'Ignazio Cassis à Djibouti compte pour la première mission d'un membre du gouvernement suisse à Djibouti. Le déplacement du chef du département fédéral suisse des affaires étrangères de notre pays a trait à l'initiation d'une dynamique nouvelle dans les relations d'échange et de coopération entre les deux nations, on s'y est instauré à la foulée de l'acquisition de notre indépendance nationale. L'audience entre le président Guelleh et Ignacio permet aux deux parties d'élaborer un inventaire général de partenariats d'intérêts partagés pour les deux pays et les deux peuples. À cet effet, la coopération économique et commerciale avec sa toile de fond, la mise à profit plutôt des dispositions de Djibouti, hub international et plateforme géographique de premier plan. À présent, mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter l'intervention de M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères. J'aimerais souligner l'importance de cette visite du conseiller fédéral, M. Cassis, qui est un homme d'expérience, un homme politique très important en Suisse, qui a également exercé les fonctions de président du Conseil. C'est, je dirais, la position de chef d'État. Donc, après toutes ces années d'activité politique, d'activité parlementaire, aujourd'hui, il dirige donc le département des affaires étrangères. Et la Suisse est membre du Conseil non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour Djibouti, les sentiments, les propos tenus par le président de la République, c'est que la Suisse est un exemple, vraiment un exemple de coexistence entre différentes communautés, un exemple de multiculturalisme qui a su, n'est-ce pas, créer les conditions du progrès et du développement. C'est un exemple aussi d'un petit pays qui a été confronté à beaucoup de défis et qui a réussi à surmonter ces défis et se mettre au niveau des grandes nations, même si la petitesse du pays est un constat. Mais je crois que la réputation de la Suisse sur la scène internationale est quelque chose de très inspirant et c'est un exemple et ce sont des propos qui ont été tenus par le chef de l'État à l'endroit donc du conseiller fédéral. L'autre élément important, c'est que nous sommes dans un village mondial globalisé et ce partenariat sur les questions de paix et de sécurité sont très importants. Sur le changement climatique, c'est important. La Suisse a développé une stratégie quadriennale sur ces grands thèmes et que nous avons partagé ce matin. Et nous pensons qu'on peut travailler ensemble sur la recherche scientifique, sur la lutte contre les changements climatiques, une meilleure sécurité du monde. On ne peut que pouvoir compter sur cette expérience de ce pays qui aujourd'hui est un exemple de stabilité malgré l'environnement difficile que l'on connaît aujourd'hui en Europe. Pendant 70 ans, l'Europe était très stable, mais la guerre maintenant commence à frapper à la porte de l'Europe, la guerre en Ukraine, etc. Et en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, nous avons un peu quelques similitudes. Et je crois qu'on était très satisfaits de ces échanges. Et nous allons continuer à discuter, à dialoguer avec la Suisse, qui, je le dis et je le répète, est un pays qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur ces grands dossiers que je viens d'évoquer. Toujours en actualité nationale, mesdames et messieurs, dans la journée d'hier, Rémi Yotova, directrice de l'enseignement et de l'apprentissage du français et responsable du centre régional francophone de l'OIF pour l'Afrique à Djibouti, a rendu une visite de courtoisie à Dr Hibo Momen Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture.
La rencontre a eu lieu en présence de l'ambassadeur Ahmed Arraïta Ali, de mademoiselle Asli Mohamed, conseillère technique, de monsieur Mohamed Hussein Douali, directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la culture, et du commissaire général du Salon du livre de Djibouti, Omar Youssouf Ali. Après les présentations de la rencontre qui a été cordiale, a porté donc sur les relations entre les organisations internationales de la francophonie, l'OIF, et le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Son Excellence donc Dr Hibo Moumine a fait le tour des programmes de coopération en cours et à venir avec l'OIF. La 4e édition de la semaine de la fête de la lecture en rencontre entre écrivains, journalistes et élèves du donc 17 au 21 mars 2024. C'est donc dans le cadre de cette semaine de la fête de la lecture que des rencontres privilégiées entre des auteurs nationaux, des journalistes professionnels de la presse écrite et des élèves ont débuté dans les établissements scolaires à travers le pays. Cette célébration de la culture qui en est à sa 4e édition est désormais un événement incontournable du paysage éducatif. Son objectif est de promouvoir l'amour de la lecture et d'encourager les jeunes à s'immerger davantage dans le monde des mots et de l'écriture plutôt, excusez-moi. Donc cette rencontre offre aux élèves l'opportunité de découvrir des nouvelles perspectives, de stimuler leur créativité et de participer à des échanges enrichissants avec des personnalités marquantes du domaine littéraire et journalistique. Une dizaine d'écrivains renommés et des journalistes de la presse écrite ont visité plusieurs établissements scolaires du primaire au secondaire, notamment l'école annexe 2, l'école de la salle Doglé bis, le lycée Jama Maître, ainsi que le lycée Hodan 4. Parallèlement, les journalistes de la presse écrite ont eu l'opportunité d'échanger avec les élèves de l'école d'annexe 2 jusqu'au lycée de Gabod, non seulement sur les rouages quotidiens du journalisme, mais également en partageant des conseils et des idées d'écriture visant à encourager les élèves à développer leurs compétences rédactionnelles. Ces échanges entre écrivains, reporters et élèves ont été propices au partage d'expériences, de conseils et d'idées, incitant ainsi les élèves à perfectionner leurs compétences en littéraire et journalisme et à explorer de nouveaux horizons. Dans un contexte plus large, la semaine de la fête de la lecture, un événement annuel organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, le mouvement des jeunes, un et une indivisible, donc en étroite collaboration avec l'Union nationale des jeunes leader des quartiers a organisé dans la matinée du 20 donc une conférence débat avec les représentants des associations sportives avec comme intitulé la problématique des associations sportives des quartiers. Le président des mouvements des jeunes une indivisible ainsi que celui de l'Union nationale des jeunes leaders des quartiers ont successivement animé le débat avec les représentants des associations sportives pour un élan social sportif plus réussi. L'événement riche en découvertes, échange et partage a commencé par la lecture du Saint-Coran, suite à laquelle l'hymne national est entonné. Le modérateur donc a introduit ensuite l'intitulé du thématique de la journée avec le renforcement des activités sportives. Il s'agit à travers cette initiative de mettre en place une plateforme susceptible de permettre aux structures associatives de trouver une solution à la problématique relative au sport. Il convient toutefois de souligner l'importance que revêt cette conférence de débat avec les représentants des associations sportives. À présent, mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter l'extrait du président de l'association. Tout d'abord, je remercie avant tout, avant de suivre mon propos, le secrétaire d'État des Sports pour nous avoir associés à cette initiative que je trouve très incitative. Je remercie aussi l'ensemble des associations sportives de la jeunesse qui sont présents ici aujourd'hui. Comme vous le savez, les initiatives que vous voyez aujourd'hui, les problématiques des associations sont très nombreuses. On connaît tous. En tant que moi, je suis le président de ce mouvement qui regroupe plusieurs associations, à peu près 50 associations qui sont membres de notre mouvement. Donc aujourd'hui, comment dépasser et surmonter tous ces obstacles?
Aujourd'hui, ce que les associations ne savent pas, c'est comment surmonter les obstacles. Aujourd'hui, avec peu de matériel, avec peu d'équipements, on peut faire beaucoup de choses dans notre quartier. Parce que les sportifs, c'est l'association sportive qui peut offrir un espace pour les jeunes, un espace pour se divertir, pour s'épanouir, mais pour réunir aussi la jeunesse. À présent, écoutons donc l'intervention du secrétaire général du secrétariat au sport, qui a donc bien sûr félicité les jeunes. Je voudrais vous remercier pour votre présence, tout le monde ici, les associations, les conseillers, les membres du secrétariat d'État chargé sport, les deux présidents des leaders de Djibouti, la vice-présidente de l'association du mouvement Jeunes et Indivisibles, le directeur des sports, madame la directrice des stades. Comme vous les voyez, nous avons nos cadres qui sont ici, des conseillers, des directeurs, de cadres qui prennent note de toutes les doléances que vous allez donner. Et les leaders des quartiers, les sportifs élites issus des fédérations, les sportifs de corps en uniforme, les jeunes à besoins spéciaux et enfin la presse écrite et audiovisuelle. Ensemble, l'ensemble des couches de la jeunesse djiboutienne. Cette conférence débat avec la jeunesse a été élaborée et soumise à notre département par les mouvements de jeunes Une Indivisible et l'Union nationale des jeunes leaders des quartiers, et dont notre département a mis tous les moyens pour la tenue réussie de cette rencontre. Je tiens à souligner que toutes les doléances et propositions des participants seront tous recueillies. Et ces doléances seront transmises, bien sûr, à notre secrétaire d'État, M. Hassan Mohamed Kamil, qui, lui, transmettra au plus haut niveau. Enfin, je vous souhaite plein de succès à cette conférence de débat entre les panélistes et les jeunes participants. Sur ce, je déclare officiellement ouverte cette rencontre organisée pour la jeunesse et avec la jeunesse. À présent, mesdames et messieurs, je vous propose donc de suivre un magazine sur les 3 phases du Ramadan, bien sûr, préparé par la rédaction de la radio-télévision de Djibouti. Le ramadan est divisé en 3 périodes, composées de 10 jours chacune, c'est-à-dire 3 fois 10 jours. Et chaque période a son mérite. Selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du 1er au 10e jour, c'est la période de la clémence et de la miséricorde divine. Du 10e au 20e jour, qui correspondent au 10e jour du ramadan, c'est la période du pardon. Et les 10 derniers jours, c'est la période où les musulmans peuvent être sauvés du feu de l'enfer. C'est vrai que la miséricorde d'Allah, qu'on appelle aussi la clémence, englobe son infinie sagesse comme son infinie bonté et générosité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le mois de Ramadan est un mois béni. En islam, nous savons les mois sacrés qui sont très bien répertoriés dans les Corans, et ils sont d'ailleurs au nombre des 4. Il s'agit des Zul-Ida, Zul-Hijjah, Al-Muharram et Rajab. Pendant un mois, on observe une hygiène de vie plus saine. C'est vrai que jeûner, c'est ressentir la faim de tous ceux qui en souffrent chaque jour de l'année. Pour un mois, les soirs, on mange un repas sain et non très copieux. Durant ce mois, les musulmans se doivent de multiplier les prières et les invocations pour sentir le soir notre foi augmenter. Il est à savoir que, selon les versets coraniques et hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première nuit du Ramadan, tout démon, tout djinn est empêché dans ses nuisances par la puissance divine. Satan lui-même est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se referme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre qu'un ange fait un rappel aux croyants en disant « Ô toi qui veux du bien, accours ». Les 10 derniers jours, appelés aussi les derniers virages pour les musulmans qui s'adonnent au jeûne du mois de Ramadan. Les 10 derniers jours de ce mois sacré pour les musulmans sont les plus importants selon le Coran et la Sunna. Le cheikh Ahmed Abdallah a affirmé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons faisaient de cette période un moment d'intense communion et de prière. D'après lui, cette adoration est une pratique prophétique hautement recommandée qui s'appelle Sunnah al-Mu'akkada. La charité au cours du mois de Ramadan est plus gratifiante. On a demandé au prophète quelle était la meilleure charité. Il a répondu la charité au mois de Ramadan, nous a-t-il déclaré.
à saisir. C'est pourquoi les musulmans redoublent d'efforts durant cette période pour profiter au maximum des recommandations prophétiques relatives à ce mois. Force est de savoir que c'est dans ces 10 dernières nuits que les 5 Corans ont été révélés. C'est la recherche de la nuit du destin qui est d'une grande importance pour les musulmans, déclare les chers au micro de l'RTD. C'est dans cette période que se situe la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, dont la grâce équivaut à 1000 mois selon la sourate éponyme. Étant un mois béni, le Ramadan est un moment d'intense communion et de prière, une période qui exige et demande beaucoup d'efforts, des sacrifices, de la discipline pour se dévouer pleinement aux recommandations prophétiques et aux actes d'adoration tels que la prière des tarawih et des tahajjud qui ne font que rehausser les degrés de notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, le mouvement des jeunes Wadani Assedjoug a procédé ce matin à la distribution des denrées alimentaires à 100 ménages les plus démunis de la ville d'Assedjoug. Cette action noble qui intervient en période du mois sacré du Ramadan est octroyée par le PDG de la société Al-Aoul Group Djibouti, M. Yassine Aoul Farah, à l'intermédiaire du mouvement des jeunes Wadani. Chacune des familles bénéficiaires a reçu un ensemble des denrées alimentaires composées de 25 kg de sucre, 25 kg de farine, 25 kg de riz, un paquet de dattes, l'huile à 5 litres, une boîte de lait en poudre. Elle est donc destinée à soutenir ces familles afin qu'elles puissent s'adonner pleinement au rituel de ce mois béni du Ramadan. À cette occasion, le vice-président du conseil régional, Saïd Geldon, qui s'est exprimé, a souligné d'emblée l'importance de cette action, surtout en période. Il a remercié donc le DG de la société qui a donné donc ces denrées alimentaires pour ces familles diminuées. Et de là, nous passons à l'actualité internationale, mesdames et messieurs. Une attaque contre les banques centrales d'Haïti à Port-au-Prince, la capitale, a été donc repoussée et plusieurs assaillants ont été tués, a déclaré hier donc une source au sein de cet établissement. La Banque de la République d'Haïti est l'une des rares institutions n'ayant pas fui Port-au-Prince, désormais à 80% aux mains des gangs accusés de nombreuses exactions, en particulier de meurtres, des voies de pillage et d'enlèvement contre rançon. La banque a de son côté hier sur les réseaux sociaux est profondément reconnaissante envers les agents de la police nationale pour leur vigilance et leur engagement constant à protéger sa communauté. La situation à Port-au-Prince reste tendue jusqu'à présent et volatile, a déclaré hier le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les écoles, les hôpitaux, les bâtiments gouvernementaux continuent d'être attaqués, a-t-il poursuivi. L'île des Caraïbes, qui vivait déjà une grave crise politique et sécuritaire, est en proie à une vague de violence depuis le début du mois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information et le programme continue sur Télé Djibouti.